Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir pour ce 5 à 7 sur la vaccination. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascale Cossard, la nouvelle secrétaire perpétuelle de la 2e division. Et j'aimerais vous dire 2 mots sur l'Académie. Donc, l'Académie des sciences, comme le montre la 2e diapositive, est l'une des 5 académies qui est à l'Institut de France. Donc, comme vous le voyez, il y a 2 secrétaires perpétuels, Catherine Bréchignac pour la 1re division et moi-même pour la 2e division. Nous avons un président qui va peut-être arriver. Vous voyez que les autres académies ont aussi des secrétaires perpétuels, mais l'Académie française n'a pas de président. Sur la diapositive suivante, vous voyez que nous sommes une assemblée pluridisciplinaire de 262 académiciens, dont 28 femmes. Nous avons 138 associés étrangers et 90 correspondants, élus par leurs pairs parmi les éminents scientifiques français ou étrangers. En plus du président et du vice-président et de 2 secrétaires perpétuels, le bureau de l'Académie comprend aussi un délégué aux relations internationales, un délégué à l'information scientifique et à la communication et un délégué à l'éducation et à la formation. Donc, je vous disais que nous avons 2 divisions. Une première division qui comprend maths, physique, sciences mécaniques, informatique, sciences de l'univers. Et une 2e division, chimie, biologie moléculaire, cellulaire, génomique, biologie intégrative, biologie humaine et sciences médicales. Donc 8 sessions thématiques et une intersection. Nous avons aussi des groupes de travail, des comités thématiques de réflexion et de propositions. Donc nous sommes une institution publique, indépendante et pérenne, placée sous la protection du président de la République, libre de ses réflexions, de ses avis, de ses rapports. Une grande réforme a eu lieu en 2002 pour faire face à l'évolution des sciences et des techniques et aussi rajeunir les membres, puisque nous avons pris pour décision d'élire à chaque train d'élection des membres au-dessus de 55 ans et en dessous de 55 ans. Donc nous avons 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique, et ce sera l'avant-dernière diapositive. Nous souhaitons encourager la vie scientifique en reconnaissant les meilleurs chercheurs, en attribuant des prix et des médailles. Nous organisons des colloques scientifiques et nous publions des comptes rendus de l'Académie des sciences. Nous transmettons les connaissances en organisant des séances publiques ouvertes au public. Nous diffusons la culture scientifique par différents outils, par exemple un site Internet, un site Facebook, une lettre semestrielle, etc. Nous souhaitons promouvoir l'enseignement des sciences en conseillant les décideurs et en éclairant les politiques sur les réformes de l'enseignement des sciences, du primaire à l'université, sur la formation initiale et continue des enseignants. 3e mission, diapositive suivante, nous souhaitons favoriser les collaborations internationales à travers des actions de coopération bi- ou multilatérales, des réseaux internationaux d'académies et en représentant la France au sein d'institutions scientifiques internationales. Et enfin, nous assurons un rôle d'expertise et de conseil à la demande des pouvoirs publics ou après autosaisine. Et les conclusions de l'Académie peuvent faire l'objet de rapports, d'avis, de recommandations ou d'expertises. Donc je voudrais terminer cette petite introduction par la dernière diapositive qui vous montre que cette année, nous célébrons les 350 ans et je vous conseille vivement d'aller sur le site de l'Académie pour voir les différentes manifestations qui ont lieu au cours de cette année. Donc j'aimerais maintenant passer la parole à Jean-François Bach qui va nous introduire ce 5 à 7 de l'Académie sur la vaccination. Bien. Merci, Madame la secrétaire perpétuelle, chère Pascale. Peut-être quelques mots d'abord sur le 5 à 7. 5 à 7, vous n'y voyez aucune connotation particulière, c'est un nom assez heureux qui nous donne d'ailleurs une enveloppe de temps assez précise. Nous terminerons à 7 heures, je le dis pour ceux qui souhaitent savoir comment fonctionnent ces séances. Ces 5 à 7 ont été une idée du comité d'histoire des sciences et plus particulièrement de Jean-Pierre Kahn, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Idée qui a été reprise avec enthousiasme par le bureau. Ce n'est pas la première séance aujourd'hui, mais c'est la première séance, je pense, concernant la biologie et la médecine. C'est donc quelque chose qui nous touche à cœur très, très particulièrement. Alors, l'esprit, il est clair, c'est l'histoire des sciences.
l'histoire des sciences qui nous passionne tous à des titres divers. Elle nous passionne parce que, d'abord, c'est extrêmement intéressant, mais elle nous passionne aussi parce que ça nous montre l'évolution de la pensée scientifique et ça nous donne des leçons pour le présent et l'avenir. C'est donc très riche. Et les sujets sont immenses, très nombreux, certains plus connus que d'autres. Et c'est sûr que dans ce contexte, les vaccinations représentent, pour ce qui concerne la biologie et la médecine, un exemple exceptionnel. Alors, je voudrais, avant de dire quelques mots sur les vaccins, et je serai court pour donner la parole aux 3 orateurs qui vont suivre, je voudrais vous montrer cette diapositive qui, je dois dire, lorsque je l'ai vue, m'a surpris, pour ne pas dire sidéré. C'est une diapositive tirée d'une des plus grandes revues internationales de biologie et de médecine, que le Journal of Experimental Medicine. C'est pas pour ça que c'est vrai, mais néanmoins c'est une référence. Et ce que vous voyez, c'est l'espérance de vie des êtres humains au cours des milliers d'années qui nous précèdent. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que jusqu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, eh bien, les courbes actuarielles de survie n'évoluaient pratiquement pas. C'est étonnant quand on voit le paléolithique, néolithique. Les gens mouraient jeunes, il y avait une mortalité infantile considérable, et les gens continuaient à mourir régulièrement, si je peux parler ainsi, jusqu'à un âge butoir qui pouvait d'ailleurs être pas très éloigné de l'âge butoir actuel. Alors, bien sûr, très peu de gens y arrivaient, mais il y a un certain nombre de personnes qui y arrivaient. Mais les gens, la courbe n'a pas beaucoup évolué. Et puis, elle a commencé à évoluer au XIXe siècle, et bien sûr encore plus au XXe siècle. Et si on fait de la prospective, et les démographes le font volontiers, on arrive aujourd'hui à l'idée d'une courbe presque en rectangle, où la plupart de nos compatriotes vont arriver à 95, 97, 100 ans, puis après mourront rapidement. L'idée défendue par certains, comme Laurent Alexandre, qu'on va vivre 150 ans, 200 ans, ne repose pas aujourd'hui sous l'ombre du début, du commencement d'une évidence scientifique. Bon, donc ça, c'est un élément intéressant. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est réfléchir aux raisons pour lesquelles on a cette évolution. Eh bien, on peut penser, alors tout ça, c'est un peu, nous sommes dans des conjectures, parce qu'on n'a pas de preuves, c'est très difficile d'avoir des preuves. Mais on a des bonnes raisons de penser que la difficulté de vivre longtemps, notamment de passer la mortalité infantile, pendant tous ces siècles, était due en grande partie à une difficulté de la lutte contre les agents infectieux. Alors, il y avait d'autres facteurs, la nutrition en particulier, qui devait être très déficiente dans certaines régions du monde, et peut-être d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Mais la difficulté de la lutte anti-infectieuse a certainement été un élément déterminant. Mais si on prend cette hypothèse, alors bien sûr, et Maxime Schwartz va nous le dire, les vaccinations ont été vraiment introduites au XIXe siècle. Ça a commencé avant. La variolisation, ça va nous être dit, ça a commencé avant. Et donc on voit une élévation de l'espérance de vie qui précède les vaccinations. Est-ce que c'est l'hygiène? Est-ce que c'est d'autres facteurs? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Elle est intéressante. Et puis on voit au cours du XXe siècle donc une élévation considérable de la longévité, et on peut faire l'hypothèse, je reste prudent, vous le voyez, qu'une bonne partie de cela a été due à l'hygiène, certainement un rôle très important pour l'hygiène, et aux vaccinations. Après, il y a eu bien sûr les antibiotiques et tous les progrès de la médecine. Donc tout ça pour dire que l'histoire des vaccinations s'inscrit dans l'histoire de l'évolution de la longévité de l'espèce humaine au cours du temps, et de ce point de vue-là, je pense que cela doit nous interpeller. Alors, les vaccinations. Les vaccinations, nous avons la chance d'avoir 3 orateurs exceptionnels qui vont nous présenter les différentes facettes du sujet. Nous avons dans la salle également Hervé Bazin, qui est un grand historien des vaccinations et que je salue aujourd'hui, donc je suis heureux de la présence parmi nous. Donc, nous allons avoir un peu le déroulé des événements au cours de ces 2 siècles. Mais reprenons un petit peu ce que représentent les vaccinations du point de vue biologique, du point de vue médical. Pour faire cela, il faut peut-être se rappeler, évoquer ce qu'est une réponse immunitaire. Alors, on a tous, même ceux qui ne sont ni médecins ni biologistes, une bonne idée de ce qu'est une réponse immunitaire, mais peut-être pas complètement.
Il faut d'abord savoir qu'il y a, lorsqu'on est exposé à une infection, une première réponse qui est l'immunité innée. C'est-à-dire c'est une réponse qui est quasiment immédiate, qui fonctionne à peu près de la même façon pour tous les agents infectieux, bactéries, virus, parasites, pas complètement identiquement, mais enfin de façon proche, qui fait intervenir des molécules qui sont maintenant bien connues, qui ont valu le prix Nobel à nos confrères et amis Jules Hoffmann récemment. Bon, ça, c'est la première étape, qui fonctionne pour beaucoup d'agents infectieux. Alors, les chiffres varient. J'ai entendu des chiffres, et des personnes les plus éminentes, allant jusqu'à 90-95% des agents infectieux sont éliminés par l'immunité innée. En fait, on ne sait pas vraiment, ce pourcentage n'a pas beaucoup de chance, parce qu'on ne sait pas exactement quel il est difficile à calculer. Et puis après, il y a l'immunité adaptative. Alors, ce qu'on appelle l'immunité adaptative, c'est, pour faire simple et pour commencer par le début de ce qui a été connu, c'est la production d'anticorps. Alors, les anticorps sont des molécules qui sont spécifiques de l'agent infectieux qui a donné naissance à la réponse immunitaire. Ce qui est remarquable dans l'immunité adaptative, c'est qu'elle est ouverte à la mémoire. Nous gardons la mémoire de notre premier contact avec un agent infectieux. Pas toujours, c'est pas constant, mais enfin c'est la règle, c'est l'habitude. Pour la plupart des agents infectieux, c'est comme ça, même s'il y a quelques exceptions malheureuses. Et puis, il y a aussi un autre élément dont on parlera peut-être dans l'exposé de Marc Girard, c'est qu'il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi les cellules des lymphocytes. Il y a des infections contre lesquelles on ne se défend pas, contrairement à ce que les gens pensent, par la production d'anticorps sur le plan immunitaire, mais par l'action de lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes T, puisqu'ils sont produits dans un organe qu'on appelle le thymus. Et ces lymphocytes T sont spécifiques de l'agent infectieux. Alors, qu'est-ce qu'un vaccin ? Eh bien, c'est une méthode qui consiste à tenter de reproduire, bien sûr, sans induire l'infection, sans contaminer le sujet, à reproduire la réponse immunitaire normale qui aurait pris place si l'agent infectieux avait été, si le sujet avait été exposé à l'agent infectieux. Alors c'est un peu plus compliqué que cela parce qu'il y a des infections qui guérissent d'une certaine façon, par exemple en faisant intervenir les lymphocytes, mais pour lesquelles la mémoire et la protection, car cette immunité avec mémoire protège, est due aux anticorps après. C'est donc, oui, c'est un domaine assez compliqué. Mais enfin, c'est ça le principe. Et je pense que je m'arrêterai là pour cette très courte introduction. C'est quand même, il faut le dire, le rêve, c'est la médecine préventive de rêve. Qui aurait pu penser à une méthode préventive aussi remarquable, aussi efficace? Je pense que nous aurons, et sans effet secondaire, il y a eu quelques problèmes d'effets secondaires. On en parle beaucoup aujourd'hui, trop selon nous. On pourra y revenir si on a le temps dans la discussion. Ce qui est remarquable, c'est qu'une méthode finalement très simple, pas aussi simple que ça, toujours à concevoir. On verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours aussi simple du tout. Mais enfin, quand même, dans le principe, relativement simple, donc peu coûteuse, sans effet secondaire, puisse avoir un effet aussi remarquable. Et quand on regarde les statistiques, j'ai entendu récemment une conférence, que serait le monde aujourd'hui sans la vaccination? C'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit par exemple qu'en Russie, il y a eu récemment, après l'arrêt des vaccinations contre la diphtérie, des épidémies de diphtérie catastrophiques. Donc nous avons toujours besoin des vaccins, nous avons besoin de nouveaux vaccins. Voilà le sujet tel que nous allons en discuter cet après-midi. Alors nous avons donc 3 orateurs qui vont chacun présenter, je le disais, une facette un peu différente du sujet. Le premier orateur, je vais commencer par l'introduire, j'introduirai les autres orateurs quand leur tour viendra. Maxime Schwartz, je pense que vous le connaissez tous, c'est un biologiste moléculaire de très grand talent qui a fait sa carrière à l'Institut Pasteur dans la foulée des grands noms de la biologie moléculaire de la période d'après-guerre et qui a fait des découvertes importantes dans ce domaine. Et puis, il est devenu après directeur général de l'Institut Pasteur, une fonction qu'il a exercée pendant de nombreuses années, 2 mandats si je ne me trompe pas, et avec 3 mandats, excusez-moi Maxime. 2 longs. Bon, alors disons. Donc, il a eu un rôle très important dans la mise en place de la modernité de l'Institut Pasteur, qui est tout à fait remarquable aujourd'hui. Et puis, le jour venu où il a cessé ses fonctions, il s'est pris d'intérêt, j'allais dire de passion, pour l'histoire, pas seulement de Pasteur, mais des histoires qu'il avait été amené à suivre pendant ce mandat directeur, je pense aussi en particulier, mais
plus particulièrement au cours de ces dernières années, il a travaillé autour de Pasteur, de ses élèves, de ses relations avec la société. Il est devenu un historien de Louis Pasteur. Et cela nous intéresse tout particulièrement parce que d'abord nous aimons beaucoup l'Institut Pasteur, dont beaucoup de membres, y compris les plus éminents, j'en ai une à ma droite, font partie, travaillent à l'Institut Pasteur, mais aussi parce que nous avons la responsabilité lourde de la maison de Louis Pasteur à Arbois. Et c'est une raison supplémentaire pour l'Académie, on n'a pas besoin de ça d'ailleurs, mais enfin pour s'intéresser à l'histoire de Pasteur.